Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres de ce mardi 26 mars. À la une de l'actualité aujourd'hui, un revirement majeur en Algérie. L'armée lâche le président Abdelaziz Bouteflika après un épisode de contestation populaire pour s'opposer à un 5e mandat. Une contestation que l'exécutif tentait de contenir par un report des élections. 3 voix à l'unisson pour demander plus d'équilibre. Les dirigeants français, allemands et européens ont plaidé pour des relations plus réciproques avec Pékin à l'occasion de la visite du président chinois à Paris. Le Parlement européen a adopté la réforme du droit d'auteur, une directive qui met désormais en cause la responsabilité des plateformes pour mieux rémunérer les artistes. Et puis de l'autre côté de la Manche, ses plus célèbres toiles seront exposées à la Tate Britain. Le musée londonien consacre en ce moment une rétrospective à Vincent van Gogh, un hommage à la page britannique de sa vie, longtemps méconnue. Elle était son ultime rempart pour conserver le pouvoir. L'armée algérienne a lâché le président Abdelaziz Bouteflika, dont la candidature à un 5e mandat a déclenché une vague de contestation inédite dans le pays. Une destitution serait désormais l'unique solution pour sortir de la crise, selon le chef d'état-major. Le chef d'état-major de l'armée algérienne demande de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte. Dans un discours retransmis à la télévision nationale, le général Ahmed Gaïd Salah a évoqué une procédure prévue à l'article 102 de la Constitution qui peut être engagée lorsque le président de la République se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions pour cause de maladies graves et durables. Affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC, le président Abdelaziz Bouteflika est confronté depuis plus d'1 mois à une contestation sans précédent depuis son arrivée à la tête de l'État en 1999. La déclaration du général Ahmed Gaïd Salah, un fidèle du pouvoir, a été accueillie par des coups de klaxon à Alger. Il est le plus haut gradé militaire en Algérie, alors que l'armée joue un rôle clé dans l'exercice du pouvoir. Les Nations Unies appellent à la désescalade après les affrontements auxquels se sont livrés Israël et la bande de Gaza. Un contexte délicat à tout juste 2 semaines des élections dans l'État hébreu. Romain Gauguelin. Le calme est revenu tôt ce mardi matin après une nuit d'échanges de tirs, de roquettes, d'artillerie et de frappes aériennes entre Israël et la bande de Gaza. Les hostilités se sont poursuivies jusqu'à l'aube malgré l'annonce par le Hamas d'un cessez-le-feu conclu lundi soir par l'entremise de négociateurs égyptiens qui sont les médiateurs historiques de la bande de Gaza. L'éruption de violence a commencé lundi matin après le tir d'une roquette en provenance de Gaza qui avait fait 7 blessés légers dont un bébé au nord de Tel Aviv. Israël accuse le Hamas d'être à l'origine du tir de roquette et dit avoir lancé dans la nuit une frappe aérienne sur le bureau d'Ismaël Haniyeh, le chef de l'organisation palestinienne qui contrôle la bande de Gaza. De son côté, l'ONU lance un appel à la retenue. Le tir d'une roquette en direction d'Israël à partir de Gaza constitue une violation grave et inacceptable. Nous connaissons aussi les informations sur des tirs sur Gaza. Nous surveillons les événements et nous exhortons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue. La crise entre Israël et la bande de Gaza a éclaté au moment où Donald Trump officialisait la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Par ailleurs, le Hamas fait face à des contestations populaires intenses et Israël est à 2 semaines d'un scrutin législatif crucial. Plus de confiance, mais aussi plus de réciprocité. Paris et Berlin ont joint leur voix à celle de la Commission européenne pour réclamer un partenariat plus équilibré avec la Chine. Une posture qui sonnait comme une réponse à l'isolationnisme de Donald Trump pour sauver les relations multilatérales. Déclaration consensuelle après la rencontre franco-germano-chinoise. Xi Jinping était reçu à l'Elysée en compagnie d'Angela Merkel. À l'issue de leur rencontre, ils ont signé un texte prônant un nouveau multilatéralisme, soit une direction à sens inverse de celle actuelle des États-Unis. Alors nous avons des divergences. Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés
au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. Était aussi invité à ce sommet inédit le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Plus pragmatique, il attend plus de donnant-donnant dans les échanges commerciaux avec l'Union européenne. Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne une réciprocité mieux articulée qu'elle ne l'est à l'heure où nous sommes, parce qu'il faudra que les entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture pour ce qui est de l'accès au marché chinois que les entreprises chinoises trouvent en Europe. Et comme souvent à l'occasion d'une visite d'un dirigeant chinois en France, une manifestation hostile au régime communiste a eu lieu à Paris sur le parvis du Trocadéro. Des militants pro-Tibet notamment ont protesté contre les honneurs qui sont faits à celui qu'ils considèrent comme un tortionnaire. Cette visite du président chinois Xi Jinping aura fait des heureux du côté des industriels français. Pékin a commandé 300 Airbus, une victoire sur son rival américain Boeing que savoure l'avionneur européen. C'est un coup de maître pour Airbus. En un seul jour, la Chine a commandé 290 Airbus A320 et 10 longs courriers A350. C'est la plus importante commande réalisée par un seul État. 300 avions pour quelques 30 milliards d'euros. La Chine fait appel à un constructeur aéronautique européen. Un excellent signal pour Emmanuel Macron. Côté chinois, on se félicite de ce choix. La coopération à long terme entre la Chine et la France dans le secteur de l'aviation a donné des résultats fructueux. Airbus a contribué à la croissance de la flotte civile chinoise et à la modernisation du transport aérien. Dans le même temps, le développement de l'industrie aéronautique et du marché de l'aviation chinois a fortement stimulé la croissance d'Airbus. Cet achat représente surtout une victoire commerciale décisive contre le concurrent Boeing. L'avionneur traverse une passe difficile avec l'immobilisation de son moyen courrier 737 MAX après 2 accidents ayant fait 189 et 157 morts en l'espace de quelques mois seulement. La Chine avait été l'une des premières à clouer au sol les appareils. Selon un média américain, le pays envisagerait d'exclure les commandes de Boeing 737 MAX d'un éventuel accord avec Washington. C'est un texte qui a fait l'objet de controverses et d'un intense lobbying de la part des acteurs concernés depuis des mois. Le Parlement européen a adopté aujourd'hui la directive sur les droits d'auteur qui impose de nouvelles contraintes aux plateformes de diffusion. Les explications de Laura Berlioz. C'est le point final de 3 ans de débat. La directive sur les droits d'auteur a été adoptée par le Parlement européen. Une ovation de la part de ses partisans. Leur combat, que la presse et les artistes puissent percevoir une partie des revenus générés par la diffusion de leurs œuvres sur Internet. Avec ce texte, les plateformes comme YouTube doivent trouver un accord avec les ayants droit. Sinon, elles pourraient être responsables de la publication d'œuvres protégées sur leur réseau. Autre avancée, la création d'un droit voisin du droit d'auteur spécifique aux éditeurs de presse. Jusqu'à l'adoption de la directive, partisans et détracteurs du texte n'ont cessé de manifester. Une fois le texte publié officiellement, les États auront 2 ans pour l'appliquer à leur droit national. En Allemagne, des menaces d'attentats ont provoqué l'évacuation de plusieurs lieux publics ce mardi à travers le pays. Des messages dont l'auteur n'a pas été identifié, mais qui ne fait pas mystère de sa sympathie pour le Troisième Reich. Plusieurs mairies d'Allemagne ont été évacuées ce mardi matin suite à des menaces d'attentats à la bombe. Reçus simultanément par email, ces courriers étaient signés de formules comme Offensive nationale socialiste ou encore Wehrmacht, des références au nazisme. 6 villes du pays ont été victimes de ces courriels, dont Augsburg et Göttingen, où les transports en commun ont été affectés par les opérations de police. Des équipes de chiens renifleurs ont été dépêchées sur place, mais la police indiquait qu'aucun explosif n'avait été retrouvé. L'identité de l'auteur et ses motivations n'ont pas été données. L'exécutif serbe a fini par céder face à la pression de la rue. Le parti au pouvoir a annoncé des élections anticipées qui devraient se tenir dans les mois à venir après une mobilisation d'ampleur de l'opposition qui s'est inscrite dans la durée.
En Serbie, le président Aleksandar Vučić s'est résolu à la tenue d'élections anticipées. Le gouvernement devra d'abord démissionner pour que le chef de l'État puisse fixer une date. La direction du parti au pouvoir a annoncé ce lundi l'organisation d'un scrutin pour tester sa popularité, un an avant la date théoriquement prévue. Depuis plus de 3 mois, la colère de la rue se fait entendre. L'opposition a été à l'initiative de rassemblements chaque semaine pour dénoncer le favoritisme et la corruption au plus haut niveau de l'État. Mais les atteintes à la liberté de la presse et les dérives autoritaires sont aussi reprochées au pouvoir en place. On poursuit notre série sur la route des européennes pour donner la parole aux citoyens de l'Union à l'approche des élections. Rencontre aujourd'hui avec une agricultrice qui évoque son métier et ses difficultés. Guillaume Petit avec Christina Riner et Annelise Borges. À 9 semaines des européennes, direction l'Estrémadure, région du sud-ouest de l'Espagne où vit plus d'1 million d'habitants. Notre prochaine étape, Vilafranca de los Barros. La région de l'Extrémadure est l'une des plus fertiles et riches en matières premières, mais c'est aussi l'une des régions les plus pauvres d'Espagne. Près de la moitié de la population vit avec moins de 700 € par mois et 13 000 jeunes ont quitté la région ces 5 dernières années. En train, il faut 6 heures pour parcourir 300 km. Et les habitants se plaignent du manque d'infrastructures. Et c'est l'un des freins au développement industriel et commercial de cette région. Nous avons fait la connaissance de Brigida, une agricultrice qui fonde tous ses espoirs sur l'Extrémadure malgré les difficultés qui l'attendent dans le futur. Avec une question, comment l'Union européenne peut-elle l'aider? Ces terres, Brigida en a hérité de son père il y a 20 ans. Mais depuis, la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut a baissé de 25%. C'est une affaire familiale, nous tentons de survivre. Ma mère s'en est occupée, je me verse un salaire et le reste, je le réinvestis. C'est dans la périphérie de Vilafranca que Brigida cultive le grain pour nourrir ses bêtes. Une carte postale qui n'attire quasiment personne. À la campagne, nous avons de nombreux défis. Nous avons besoin de trains, de routes, d'infrastructures, sans quoi nous ne pouvons pas faire commerce de nos produits. Et puis derrière tout cela, il faut intégrer les jeunes. À la campagne, la population vieillit. Et si les jeunes ne viennent pas, notre activité mourra. Comme la majorité des agriculteurs des environs, Brigida reçoit des fonds de l'Union européenne via la politique agricole commune. Un système de subvention à 50 milliards d'euros par an, sur lequel Brigida est partagée. Sans la PAC, on ne pourrait pas vivre parce qu'on n'est pas rentable. Pour nous, Bruxelles est très lointain. Et je pense que là-bas, il y a beaucoup de gens qui imposent des règles, qui partent de bonnes intentions, mais qui sont faites sans réelle connaissance du terrain. Une méconnaissance du terrain que Brigida n'attribue pas seulement aux politiciens européens. 10 ans après la crise, le chômage a fortement baissé en Espagne, mais il reste le plus haut de la zone euro derrière la Grèce. L'Espagne traverse une période tordue. Nous nous concentrons sur des choses qui n'ont pas de sens. Nous revenons en arrière. Que fait-on à propos du vieillissement de la population? À propos du droit des femmes? Non, nous perdons du temps et de l'énergie avec des choses stupides. Des agriculteurs qui ne sont pas au bout de leur surprise avec les défis posés par le changement climatique. C'est très sec. C'est pas normal. La dernière fois, il a plu seulement 4 litres d'eau en un mois. C'est un désastre. Un désastre quelque peu éclipsé par les législatives d'avril prochain. Car un peu plus au sud, en Andalousie, le nouveau parti d'extrême droite Vox perce et séduit, là où les difficultés économiques persistent aussi. Enfin, un mot de culture avant de refermer cette édition et direction Londres pour ouvrir une page peu connue de la vie de Van Gogh. C'est dans la capitale britannique que l'artiste a puisé ses inspirations de jeunesse. Le récit de Malia Coutan. Paysages, scènes de vie quotidienne et autoportraits sont au rendez-vous de l'exposition londonienne consacrée à Vincent Van Gogh. Avant de devenir célèbre, le peintre néerlandais a vécu 3 ans dans la capitale britannique, où il s'est inspiré des artistes locaux pour réaliser ses toiles.
Il n'avait que 20 ans. Il était un peu intimidé à l'idée d'être dans ce genre de ville, la plus grande ville moderne du monde, loin de chez lui et seul. Et puis il y a travaillé pendant quelques années. Mais je pense que Londres l'a changé. Il a vu ce que pouvait être le monde moderne et ce qu'il avait de plus extrême. L'exposition comprend plus de 50 œuvres du célèbre peintre. Vincent van Gogh n'avait pas été mis à l'honneur à la Tate Britain depuis 1947. Les visiteurs avaient été si nombreux à l'époque que les planchers des salles avaient été endommagés. 70 ans plus tard, le musée fait renaître la relation entre le peintre et la capitale britannique. Un rendez-vous où se mêlent peinture, croquis et esquisses en tout genre. L'exposition est à voir jusqu'au 11 août prochain. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur les réseaux sociaux et sur notre site. Très belle soirée à tous.